puis maintenant, si Monsieur Baldi de Barral est disponible, je vois que voilà, Monsieur Siméon est là. Donc, Siméon Baldi de Barral, coprésident de On the Green Road. On vous laisse la parole. Bonjour, merci pour cette intervention, Caroline. Il y a plein de choses qui font des liens sur la fin, sur le tourisme à impact positif, sur les rapports du GIEC. Donc, ça va être très intéressant de venir juste après vous. Alors, moi, je suis un petit peu, je vais peut-être un peu être un ovni dans cette conférence, dans le sens où je viens pas du tout ni du monde du tourisme, ni de celui de la recherche. Et l'association On the Green Road est plutôt une association de voyageurs, mais justement, ça permettra de faire un pas de côté, d'avoir un autre regard là-dessus. Donc, ça va être justement très intéressant. Est-ce que vous voyez bien l'écran, le partage d'écran? Oui, Génial, tout à fait. Parfait. Nous, on est une association lyonnaise, rattachée d'ailleurs à l'université Lyon 2, vu qu'on est une association étudiante tout en étant une association qui se professionnalise pas mal aussi. Et on est avant tout une communauté de ce qu'on appelle d'explorateurs, donc des voyageurs qu'on accompagne, qu'on soutient, qu'on conseille et qui partent voyager à travers le monde ou parfois très localement, de plus en plus d'ailleurs, et qui partagent ensuite leur vécu, souvent qui ont une recherche pendant leur voyage. Ce n'est pas juste un voyage pour soi égotique, mais c'est un voyage aussi qui a une vocation à être partagé et à creuser souvent un sujet qui questionne profondément ces voyageurs sur des questions environnementales ou sociétales principalement. Et le but, c'est qu'ils partagent ensuite via du journalisme de solution, donc qui va voir les problèmes bien en face, mais aussi montrer les gens qui proposent des solutions via plusieurs médias possibles, l'audiovisuel bien sûr, la vidéo, mais aussi parfois la photo, le podcast, l'écrit, le blog, les conférences. L'association, alors je vais vous donner un petit peu l'historique parce qu'il a trait avec ce qu'on va voir. Elle est née d'un tour du monde à vélo qu'on a fait avec mon cousin de 18 000 km à travers l'Europe, l'Asie du Sud-Est aussi, enfin, vraiment jusqu'au bout de l'Asie et l'Amérique latine. Et pendant ce voyage, ça a été beaucoup de rencontres. Ça a duré 1 an, ce voyage. Au tout départ, on sortait d'études d'ingénieur et de commerce, donc rien à voir avec ce projet au départ, mais on cherchait, on se questionnait justement sur les questions environnementales. C'était il y a quasiment 10 ans, donc les questions de dérèglement climatique, on était au courant, mais c'était comme si c'était un sujet sur lequel les gens se posaient encore la question s'ils y croyaient ou s'ils n'y croyaient pas. Et ben nous, on s'est dit, on va aller rencontrer des gens, on va aller poser des questions, on va aller voir sur le terrain. Donc, énormément de nuits chez l'habitant, de moments passés directement, juste simplement à rencontrer les personnes, vu qu'on avait peu d'affaires, enfin voilà, on voyageait vraiment sur le terrain, et puis une prise de conscience sur le sujet environnemental très très forte, parce qu'on allait faire des interviews et puis aussi on voyait sur le terrain les sujets qui allaient être forts dans chaque pays. Typiquement, quand on voyage à vélo, on ne voit pas seulement les centres-villes, les jolis lieux touristiques, mais on en voit aussi les sorties, les zones un petit peu plus reléguées à l'arrière-plan, peu visibles. On voit aussi les zones plus les campagnes. On rencontre les paysans aussi. On a l'occasion de discuter un petit peu. Et donc, tout le long, on a eu l'occasion de faire pas mal de rencontres, donc énormément de personnes engagées sur les questions environnementales, sur beaucoup de sujets. Et puis aussi parfois des ministres par surprise du voyage. Et c'est pareil sur les questions touristiques. Moi, j'ai une grosse prise de conscience sur certains gros sites, le Taj Mahal, le Machu Picchu, ces gros sites internationalement connus. Et forcément, passer à côté, on a voulu aller voir et une sorte de désenchantement par rapport à ça, entre la vision de carte postale et puis la masse touristique qu'il y avait sur ces sites qui n'avaient plus rien de magique finalement. Et nous, on a trouvé beaucoup plus de magie de voyage et de rencontres aussi en dehors de ces sites, dans le quotidien du voyage. On s'est aussi beaucoup questionné sur notre impact carbone parce qu'on a eu beau voyager à vélo tout le long, on a dû prendre l'avion sur quelques trajets, notamment le traversée du Pacifique et de l'Atlantique.
en se rendant compte qu'on avait un impact carbone équivalent à un Français pendant 1 an, juste sur ces 2 trajets en avion. Donc, grosse prise de conscience de l'impact de l'aviation. On a participé à restaurer des écosystèmes là-dessus, mais ça me semble encore un pis-aller, mais pas l'idéal non plus. Et ensuite, on a partagé notre expérience, on a mis du temps, on a beaucoup travaillé à faire le travail pour rendre honnêtement ce qu'on avait vu, les personnes qu'on avait rencontrées, partager leurs témoignages et faire un documentaire qui a été pas mal diffusé depuis et avec des expos photos, des conférences. Voilà un petit peu le départ de l'association qui donne bien son ADN aujourd'hui. Maintenant, on accompagne d'autres voyageurs autour d'une charte sur laquelle on se met d'accord. On fait aussi tout un parcours de formation pour ces voyageurs pour qu'ils puissent, en tant qu'amateurs au départ, très vite s'approprier les outils audiovisuels qu'ils ont choisis et revenir avec du matériel, pas revenir bredouille d'un voyage pourtant très riche. Et puis ensuite, on essaie de leur trouver des lieux où ils peuvent partager. Donc, ça peut être auprès de multiples publics, dans des EHPAD, dans des quartiers prioritaires, dans des entreprises, auprès d'étudiants, avec un festival chaque année qui valorise ce qu'ont fait nos voyageurs. Donc là, du 8 au 10 avril, ça aura lieu à Lyon, à la Maison de l'Environnement, le Festival du voyage engagé. Dernièrement, en fait, c'est arrivé peut-être 1 an à peu près avant la pandémie, il y a eu une grosse réflexion dans la communauté des voyageurs sur les impacts du voyage et sur le voyage autrement, sur comment, est-ce que nous, on valorisait juste le voyage pour le voyage ou est-ce qu'on valorisait le voyage quand même pour autre chose que juste dire waouh, c'est trop cool de voyager, quoi. Et donc, on a commencé à pas mal réfléchir, à monter des formations. On aime bien les mots un petit peu comme ça, composés. Et donc, on a voulu faire un petit jeu de mots du voyage à impact positif en se disant que ça serait ça qui serait le vrai VIP, ça serait le voyageur à impact positif et pas celui qui surconsomme. Donc, on a mis en place ces moments qui sont des formations un petit peu en plusieurs séances. Et puis, de manière plus sur le terrain, pour atteindre notre public, on est aussi allé faire des reporters de quartier. Donc, l'idée de proposer à des jeunes de quartiers difficiles de quitter un peu l'imaginaire de quand je serai riche, je partirai voyager, qui est assez présent, et de leur dire, mais en fait, dans votre quartier, vous pouvez déjà assez facilement voyager et réfléchissons un peu ensemble, prenons une caméra et allons filmer les acteurs qui font avancer votre quartier, déjà pour donner une autre image du quartier. Et puis, en fait, pour eux, c'est un peu une redécouverte d'un coin dans lequel ils cheminent pourtant au quotidien, mais qu'ils connaissent assez peu. Et on a mis en place aussi des voyages locaux pour des étudiants lyonnais, donc avec un défi aussi où ils peuvent partager leurs explorations pendant leurs études, donc qu'elles soient lointaines ou très proches. Et on développe avec eux un jeu aussi sur le voyage à impact positif. Donc, beaucoup d'actions comme ça qui nous permettent aussi de tester, de comprendre aussi un petit peu mieux, on a un petit jeu, par exemple, où on essaie de définir les gens, comment ils se ressentent, est-ce qu'ils se sentent plus comme voyageurs ou comme touristes quand ils voyagent, et donc trouver un petit peu quelle est pour eux la différence et donc vers quoi ils veulent tendre, et aussi qu'est-ce que c'est pour eux un voyageur à impact positif. Donc, ça permet de mettre des mots, de voir un petit peu comment les gens se ressentent et vers quoi surtout ils veulent tendre quand ils voyagent. C'est des réflexions assez intéressantes. On a aussi une web-série en développement sur le sujet. Et toute cette réflexion, finalement, ça nous a permis de travailler sur la définition d'une carte du voyage à impact positif. On voulait créer une définition un peu de ça. Et on n'avait pas vraiment de mots, voilà. Et on s'est dit qu'une carte, ça serait la meilleure façon de partager et aussi un petit peu de montrer qu'en fait, il pouvait y avoir un imaginaire très positif autour de ce qui serait un autre voyage, que ce n'était pas forcément quelque chose de restreignant, de faire attention à son impact
pendant un voyage, mais justement que ça ouvrait des nouveaux imaginaires et peut-être les imaginaires les plus profonds, je dirais, du voyage, du tourisme même, enfin, dans le sens où à une époque, c'était partir faire son grand tour. Et on a travaillé sur cette carte, alors à la fois avec notre communauté de voyageurs, à la fois avec les retours des différentes sessions qu'on a pu faire, et puis avec quelques professionnels du tourisme qui avaient, eux, déjà travaillé avec ATR, donc Agir pour un tourisme responsable, à la charte enfin, charte éthique qui a été faite par ATR et qui trouvait que ça, c'était bien, mais que maintenant, il fallait aller plus loin en voyant l'impact actuel du voyage et du tourisme. Et donc, ça, on a défini un petit peu et en poussant chacun à se trouver un petit peu son propre équilibre là-dessus, mais trouver un équilibre spatio-temporel entre le temps que moi, par exemple, j'ai pour voyager et où est-ce que je vais aller. Et que chacun puisse se trouver un petit peu un équilibre là-dessus. Alors, celui qu'on propose, c'est, voilà, j'ai un week-end devant moi, je ne pars pas, ce qui est souvent pratiqué, voilà, je ne pars pas à Barcelone ou à Budapest pour faire la fête un week-end, mais non, en fait, sur un week-end, ce qui se tient, c'est de rester en France, rester même dans sa région et découvrir cette zone de manière avec des transports doux ou plutôt actifs, on pourrait dire. Et si j'ai une semaine, là, par contre, je peux me permettre un petit peu d'aller dans d'autres capitales ou dans d'autres zones européennes et de comprendre dans tout ça le voyage aussi, le voyage en train ou le voyage avec divers moyens de transport, possiblement pas l'avion pour l'Europe, et de se dire, en fait, ça fait partie du voyage que d'aller jusqu'à la destination, d'avoir cette évolution et d'en revenir aussi. Et 2 semaines, la possibilité d'aller un peu plus loin et si on a garder les voyages très lointains pour un minimum d'un mois. Alors, pour certains professionnels du tourisme, ça paraîtra totalement dingue de se dire ça, mais n'empêche que moi, j'ai tendance à penser que c'est ce qui va arriver peu à peu, c'est ce qui va devenir nécessaire de voyager moins souvent, mais plus longtemps quand on voyage et donc de réorganiser même son temps de travail, beaucoup de choses en fonction de ça. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'était des choses qui étaient moins rigides que ce qu'on pensait. Le Covid, là-dessus, a pu aider, même sur le télétravail, sur pas mal de choses. Et voilà un petit peu. Et cette carte, en fait, je trouve on l'a créée juste avant la crise du Covid en se disant qu'elle serait même difficilement acceptable et acceptée. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est des notions qui sont plus présentes dans les débats. Je trouve que ça a beaucoup évolué en 2 ou 3 ans. Et un des gros sujets qui est venu pendant ce Covid, alors déjà, il y a eu le fait qu'on se rende compte qu'on puisse totalement arrêter le trafic mondial d'avions, enfin quasiment totalement, et que ça pouvait arriver, quoi, que ce n'était pas quelque chose de totalement inimaginable. Mais ça a surtout posé la question de la résilience, Caroline, vous en parliez, qui est une énorme question. Enfin, c'est un sujet qui vient juste aujourd'hui presque à la mode. C'est un sujet, un mot qui vient de la psychologie au départ et démocratisé par Boris Cyrulnik. Donc, vous voyez la petite tête sur la slide. Et en gros, ça vient de comment on s'adapte à des traumatismes, à des chocs et comment personnellement, déjà, une personne peut dépasser ces chocs et continuer à se construire avec et malgré ces traumatismes. À l'échelle d'un territoire ou d'un groupe de personnes, c'est comment on se met en capacité de résister ou de tenir face à des changements brusques. Et aujourd'hui, en fait, notre société est très peu résiliente. On l'a vu pendant cette crise. L'adaptation a été difficile. Alors, il y a des axes qui existent, mais on se rend compte que c'est difficile et le secteur du tourisme, par exemple, a été très touché, surtout des pays qui avaient tout misé sur ce tourisme et qui avaient juste presque ça comme revenu, pas unique, mais principal, qui faisait vivre beaucoup de personnes et qui, d'un coup, ont dû changer d'axe. Et ça c'est un des aspects du Covid là-dessus. Un des autres aspects que je trouve particulièrement
important à prendre en compte. Alors, ça a été mentionné, hein, déjà, l'impact du tourisme sur le dérèglement climatique, l'impact plus fort même que ce que ça apporte sur le PIB, comme c'était dit par Caroline, mais aussi d'autres impacts. Alors, je suis en pleine lecture du livre que vous voyez sur la droite, La fabrique des pandémies, de Marie-Monique Robin, que je vous conseille vraiment en mode plus. Il est passionnant. Elle part, c'est l'autrice du Monde selon Monsanto, et elle part à la rencontre de chercheurs, justement, qui sont aussi beaucoup sur le terrain et qui ont réfléchi depuis des années et des années en fait, à ces zoonoses telles que le Covid, ces maladies qui arrivent. Et les raisons profondes sont clairement la déforestation, les élevages industriels, le fait que l'homme va grignoter toujours plus sur les zones réservées à la biodiversité, et donc disparition de la biodiversité, des espèces qui transmettent des virus qui vont dans des zones habitées par l'homme, souvent aussi où il y a des élevages intensifs. Et là, il y a une transmission de ces virus. Et ensuite, notre hypermobilité actuelle, qui est aussi un problème lié au tourisme et pas que, fait que ça se transmet à une vitesse folle à laquelle on ne peut pas réguler ça. Une autre des mauvaises nouvelles qu'elle apporte dessus, mais qui est connue par beaucoup de chercheurs depuis un moment, c'est que ces maladies vont se multiplier, à la fois parce que notre système continue dans ce sens-là, d'agriculture, de fonctionnement général, et d'hypermobilité, et aussi parce que le dérèglement climatique emmène ça toujours, ça accélère ce mouvement. Donc, on va en avoir d'autres, des crises. Et en fait, c'est là que notre système touristique doit s'adapter, doit fonctionner autrement, s'il ne veut pas cycliquement subir exactement la même chose et avoir toujours le même problème, avec peut-être les États qui, un jour, ne pourront plus autant soutenir. Et encore en France, il y a eu un soutien. Dans beaucoup de pays, ça n'a pas été le cas. Peut-être un dernier truc aussi, c'est que le tourisme participe aussi à ça. On l'a vu par le transport, mais aussi parfois en allant grignoter des nouvelles zones, en allant toujours plus loin dans la conquête des nouvelles destinations. Il peut y participer. Il n'est pas tout seul, il n'est pas unique responsable, mais il peut y participer. Donc, tout ça s'enchevêtre, je trouve, et pousse à réfléchir à un tourisme autrement. C'est là que cette carte est intéressante, ou en tout cas nous pousse à… Enfin voilà, il y a quelque chose à faire là-dessus. Alors ça, c'est peut-être ce qu'on aimerait voir émerger chez les voyageurs, ce que nous, et les touristes, ce que nous, on essaie de promouvoir avec l'association On the Green Road, avec nos petits moyens. On se rend compte quand même qu'il y a une vraie prise de conscience. Enfin, il y a de plus en plus de personnes qui se posent des questions sur leur façon de voyager. Il y a eu le Flyscam qui est passé, il y a eu plusieurs choses. Et il y a une envie de voyager autrement. Donc, il y a ça qui perce, mais qui est encore balbutiant, je trouve, par rapport à ce que ça pourrait, ce que ça devrait être. Et souvent, en fait, on a Enfin, moi, ce que j'entends parfois, c'est des professionnels du tourisme qui se disent « Oui, mais s'il n'y a pas de demande utilisateur, à un moment, on ne peut pas créer l'offre si jamais le public n'est pas là. » Et c'est en partie vrai, mais il y a quand même une part d'action possible. Les pouvoirs publics peuvent aussi jouer et devraient jouer beaucoup plus dans la transformation de ce secteur, et je pense que ça va arriver. Mais on se rend compte qu'aussi, il y a une volonté aussi de fond de certains acteurs qui ont pris conscience de ces sujets, de participer activement à un autre tourisme. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes, soit qui travaillent déjà dans le tourisme, soit qui arrivent dans le tourisme, qui veulent apporter quelque chose à ces sujets. J'en veux pour preuve le réseau qu'on est en train de tisser à l'échelle de la métropole lyonnaise, avec donc le réseau TIPS pour tourisme à impact positif et solidaire, qui est en création, et c'est une alternante à Lyon 2, Joanie, qui doit être là, qui le porte au sein de l'association On the Green Road, et qui fait le lien entre ces acteurs. Et en fait, il y a à la fois des acteurs qui parfois étaient dans le tourisme jusque-là et qui
commence à présenter d'autres offres. Par exemple, on a AIMSA qui est en train de créer une offre qui est conforme au principe de la carte VIP. Donc, pas de voyage, pas proposer de voyage lointain de moins d'un mois, donc qui adapte ses séjours avec des temps différents, une construction de séjours différente et des acteurs beaucoup plus locaux. Et ça, c'est assez drôle. C'est un des impacts du Covid intéressant. En fait, c'est qu'il y a des personnes qui se sont retrouvées aussi en ayant un peu plus de temps pendant cette pandémie, en étant un petit peu à l'arrêt et qui ont eu envie de plus développer leur projet touristique qui leur trottait dans la tête, une envie de valoriser un territoire, une façon de voyager qu'ils avaient expérimenté. Souvent, ça peut être le vélo, ça peut être la marche à pied, et qui développent des offres locales. Ça peut être, là, on a plusieurs acteurs comme ça, Prairie, Via Epona, Univoyage qui est plus dans la formation pendant le voyage. Et je trouve qu'il y a une tendance, en tout cas, je la constate. Je dirais que je n'ai aucune statistique dessus, mais je vois des acteurs comme ça qui nous contactent, qui sont des particuliers, qui ont une envie d'aller plus loin, de proposer une offre touristique de petite échelle, de personne à personne, qui construisent peu à peu leur modèle économique, parfois difficilement, mais qui avancent là-dessus. Et ça, moi, ça me réjouit. Je me dis qu'il y a une vraie dynamique. Et il y a aussi des acteurs plus gros qui sont en train de grossir, souvent ça peut être des entreprises ou des coopératives aussi, comme Fairbnb, par exemple. Donc, vous voyez le logo en vert sans le nom, et qui grandissent et qui essaient de proposer une autre offre de tourisme plus humain, je dirais, plus proche des gens, qui fait aussi attention aux écosystèmes dans le sens naturel, mais aussi les écosystèmes, par exemple, pour faire BNB, associatifs ou d'acteurs locaux. Et ça, je trouve ça aussi intéressant, ce modèle des coopératives qui arrivent et qui fédèrent aussi comme ça des acteurs. On a aussi les oiseaux de passage qui ont une jolie réflexion sur le tourisme en France et qui est aussi une coopérative émergente. Voilà un petit peu sur ce qu'on travaille en ce moment et des réflexions actuelles. Et juste pour vous donner la prochaine date qu'on aura avec ce réseau TIPS en création, c'est un forum à l'Hôtel de Ville de Lyon qui va nous accueillir pour un moment de réflexion. Donc, vous êtes les bienvenus en nous envoyant un petit mail le 4 mai. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci aussi pour votre démarche, surtout en faveur de l'environnement, etc. Nous, vous connaissez déjà un petit peu. Vous aviez fait une présentation à Lyon 2 déjà il y a quelque temps. Mais j'ai une petite question, cela dit. Qui sont concrètement vos publics? Qui vient à vous ou sinon, comment est-ce que vous les attirez concrètement? Alors, nos publics sont très, très variés. Ça dépend des programmes. On a pas mal de programmes au sein de l'association On the Green Road. Donc, ça peut être soit le grand public, il y a des publics qu'on vise plus spécialement, des étudiants, des jeunes de quartier aussi. Les voyageurs, c'est tout type de voyageurs et ils viennent vers nous assez naturellement pour être accompagnés. Et sur le réseau TIPS, alors on a deux publics. Il y a à la fois des nouveaux acteurs qui voudraient rejoindre ce réseau et qui ont envie de participer à cette dynamique. Et on a, et ça, on n'a pas encore atteint ce public. L'idée, c'est d'atteindre un large public lyonnais et de gens qui voyagent aussi à Lyon et qui cherchent des offres qui correspondent à d'autres offres touristiques et qui passeraient par ce réseau. Donc là, on réfléchit à la création d'une plateforme web qui permette de référencer toutes ces offres de bonne manière. Et donc, ça rejoint d'ailleurs une question que j'ai vue, que j'ai aperçue, c'est de savoir si on peut rejoindre si ça peut se croiser. Alors, j'ai plus la façon dont était posée la question. Voilà, le tourisme peut-il être durable et digital en mode low-tech? Et moi, je dis un grand oui. C'est même quelque chose qui est assez intéressant, c'est que la technologie là-dessus est plutôt pourvoyeuse et plutôt, permet des nouvelles choses sans être forcément avec un impact carbone énorme.
Elle permet de mettre en lien des acteurs et de trouver des acteurs qui correspondent à une recherche que peut avoir le public. Ça permet aussi de trouver des équilibres en fait entre un tourisme, une approche plus voyageuse, voire baroudeuse que moi je pourrais avoir quand je pars voyager. Que j'aime bien ne pas maîtriser grand-chose ou en maîtriser qu'une petite partie. Et puis, parfois, un public qui va chercher à un peu plus maîtriser son voyage, mais qui ne va pas vouloir rentrer dans une logique trop touristique non plus, pas être en mode tour opérateur, avoir quand même une liberté de choix un peu à chaque moment. Et là, avoir par exemple une appli qui va leur permettre de suivre plus ou moins un itinéraire ou d'avoir des conseils, ou certaines applis comme Via Espona, par exemple, qui va proposer des offres pour manger, pour dormir, pour différents besoins qu'on aurait sur du voyage à vélo, mais toujours des offres bien choisies qui respectent un certain cahier des charges respectueux de l'environnement et de l'homme. Voilà, ça permet ce genre d'émergence. Donc, je trouve ça assez intéressant là-dessus, la technologie. Merci. On a une autre question d'Adeline qui demande si vous deviez repartir en voyage, comment est-ce que vous le feriez? Qu'est-ce que vous changeriez? Est-ce que vous choisiriez l'option voilier stop pour traverser les océans comme l'a fait Olivier Père, ou est-ce que vous opteriez pour un périmètre limité et proche à la France? Dans un premier temps, de toute façon, depuis quelques années, je voyage plus sur des périmètres plus resserrés parce que je me suis rendu compte que je ne connaissais pas encore assez la France et qu'il y avait plein de zones à découvrir. Donc, l'avantage, c'est que quand on diffuse un documentaire, c'est aussi un moyen de voyager. Donc, j'ai pas mal bougé en France. Je pense que si je repartais, ouais, je ferais plus attention je me garderais encore plus de temps pour pouvoir ne pas me faire coincer, par exemple, par le voyage en avion. Ça, c'est sûr que ça a été un petit peu la mauvaise surprise. Il y avait une intention de revenir, de faire la traversée de l'Atlantique en voilier et en même temps un mauvais calcul de timing, c'est-à-dire que l'Atlantique se traverse en voilier que sur certaines périodes, dans un sens et dans l'autre. Il faut bien trouver le moment. Voilà, après, j'ai un projet de voyage plus en Afrique, en tandem, vu que maintenant je suis papa et qu'il y aura le petit à faire voyager aussi, sur des thématiques d'écologie, de spiritualité, de finance ou d'économie. Voilà, donc ça, c'est un gros projet que je pense depuis un moment, que je mets du temps à mettre en œuvre, mais voilà, je trouve que c'est une zone du monde dans laquelle typiquement, on va pas du tout assez, sûrement par peur. Et pourtant, il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, Okay. Dernière question d'Elsa qui vous demande, aujourd'hui on parle de plus en plus d'agrotourisme, d'écotourisme, de slow tourisme, de tourisme de proximité, de consommation durable, etc. Est-ce que vous pensez que c'est un réel changement de paradigme ou est-ce que ce n'est qu'une tendance? C'est une très bonne question, mais je ne suis pas sûr d'être d'avoir assez de vue d'ensemble pour bien le comprendre, enfin bien voir si c'est juste à la marge. En tout cas, je trouve ça extrêmement intéressant ce qui se développe là-dessus parce que c'est quand même des nouveaux référentiels, des nouvelles façons de faire et je trouve que ça se dissémine peu à peu et je pense à par exemple, je crois que c'est une association Opineo qui travaille là-dessus à former des gens qui voyageraient au passage, transmettraient les bonnes pratiques par exemple d'un tourisme durable ou responsable et donc qui permettent à des gens qui ont par exemple des logements dans différents pays de se conformer à ça et aussi de toucher une clientèle qui chercherait une telle offre, mais qui sinon ne trouverait pas ces petits porteurs de projets. Donc, je trouve que c'est des offres très intéressantes qui, je trouve, dans leur essence, veulent déjà dire souvent des plus petits acteurs. Je pense que ça va être nécessaire et qu'il y a des gros acteurs qui peu à peu devront disparaître ou devront gagner en décentralisation pour devenir plus résilient.
Donc moi, je trouve ça extrêmement intéressant et je trouve ça intéressant aussi que les pouvoirs publics s'en emparent avec l'appel à projet, par exemple, sur le slow tourisme qui est sorti via l'ADEME il n'y a pas si longtemps. Donc là, il y a peut-être un pouvoir de transformation et de passage à une autre échelle qui est intéressant. Mais c'est aussi au pouvoir public de pousser là-dessus après avoir très, très longtemps poussé un tourisme plutôt de masse et qui était peu conscient de ses impacts. Merci beaucoup. Dernière question de Monsieur Depeigne qui demande comment peut-on sensibiliser les gens sur l'importance du tourisme de proximité en attendant le retour à la normale du tourisme international? Alors, je ne sais pas comment on écrit à la normale, si c'est à la normale ou à la normale. Mais en tout cas, je pense que les gens ont déjà touché à quelque chose. Il y a eu beaucoup autour de moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui avaient redécouvert ce que c'était de partir en vacances au ski un peu hors saison et ne pas faire de ski justement, mais utiliser d'autres façons de se déplacer sur la neige parce qu'il y avait les stations de ski à proprement parler étaient fermées. Les remontées mécaniques, d'autres personnes qui ont redécouvert un voyage plus local en se disant « Ah, en fait, c'est cool, en fait, c'est intéressant, j'apprends des choses, je découvre et j'y prends du plaisir. » Donc, je pense que les gens ont touché à ça. Je pense qu'il y aura un retour. C'est un peu comme un balancier, une oscillation, quoi. Ça veut dire qu'après une perturbation forte du système actuel qui fait qu'on a beaucoup moins pu voyager, il y a des gens qui vont se jeter dessus et donc il va y avoir un pic de voyage à la sortie de cette pandémie, c'est quasiment certain. Après, est-ce que ça veut dire que des gens vont garder en tête qu'il faut voyager comme des dingues parce qu'il faut en profiter? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a eu quand on goûte quelque chose, une autre façon de voyager, bah, on ne revient pas comme ça à un voyage classique. Je donne l'exemple pour moi, mais pour plein de voyageurs, une fois qu'on a essayé de voyager autrement, qu'on y a pris goût, on s'est rendu compte que personnellement aussi, il y avait un impact positif bien meilleur. Je veux dire, moi, j'ai l'impression de revenir d'un voyage en étant transformé, en étant une portée initiatique, en ayant rencontré des personnes comme un touriste qui passerait par des chemins classiques ne pourrait pas le faire, d'avoir vraiment été en lien, d'avoir appris sur moi aussi. Et je ne pense pas que je pourrais revenir à un tourisme plus classique et de masse, parce qu'en fait, j'y trouverais beaucoup moins, ça serait moins intense pour moi, moins intéressant. Et je pense que des gens qui ont découvert une autre façon de faire du tourisme, à un moment, ils se laisseront peut-être moins happés par un marketing qui peut être parfois très agressif, de compagnies aériennes, de modes de voyage plus classiques. Et je pense qu'il y a une transformation qui est passée, quoi, donc ça ne reviendra pas comme avant. Et de toute façon, le système aujourd'hui, on le voit, n'est plus le même à cause du dérèglement climatique, à cause des impacts sur la biodiversité et à cause, par exemple, des pandémies qui vont revenir de manière cyclique, quoi. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci pour vos réponses et puis merci aux participants pour leurs questions.